Salut futur milliardaire. Le film d'horreur à mourir de rire est de retour. Aujourd'hui, on continue la série Trop effrayant. Et on raconte l'histoire derrière. Tout commence avec une famille de 3. La mère, Ella, qui élève seule sa fille aînée Xiaoping et son fils Pat. Pat, né avec un problème à la jambe gauche, est réservé, tandis que Xiaoping est vive et souriante. La famille vivait plutôt paisiblement, jusqu'au jour où Ella, en conduisant, baisse la tête pour regarder son téléphone. Et l'accident se produit. Ainsi, l'ami proche d'Ella est envoyé en soins intensifs. Peu après, un vieil homme se présente à la porte des enfants, affirmant être leur grand-père, maternel et leur annonçant que leur mère a eu un accident de voiture et est à l'hôpital, en train de se faire opérer. Bien que les deux enfants trouvent ce vieil homme au regard étrange très mystérieux, ils n'ont pas le temps d'y penser, en entendant que leur mère est en danger. Très vite, ils arrivent à l'hôpital. Après des soins d'urgence, leur mère survit, mais tombe dans un coma profond. En voyant leur mère inconsciente sur le lit, Xiaoping est bouleversée. C'est alors qu'une vieille femme arrive. Elle se présente comme leur grand-mère maternelle. Bien que son visage soit masqué, elle connaît beaucoup de détails sur leur mère, ce qui finit par convaincre les enfants. Elle prend Xiaoping dans ses bras avec tendresse, mais se montre froide envers Pat. C'est pourtant leur première rencontre. Pourquoi tant d'hostilité envers lui? Le grand-père intervient pour calmer la situation, expliquant que la grand-mère souffre de troubles liés à l'âge et tombe souvent malade. Pour mieux s'occuper des enfants, il propose de les emmener vivre dans l'ancienne maison familiale. Mais ils ignorent qu'en franchissant le seuil de cette vieille demeure, l'horreur allait commencer. Xiaoping est logé dans l'ancienne chambre de leur mère, avec des photos du passé accrochées au mur. Mais toute la maison dégage une atmosphère sombre et inquiétante. Chaque recoin semble cacher quelque chose. Très vite, Pat découvre un petit trou dans le mur. Par curiosité, il regarde à travers et voit une pièce sinistre et effrayante. Au même moment, la porte de cette pièce s'ouvre lentement. La seconde suivante. Effrayé, Pat raconte tout à sa sœur. Mais Xiaoping pense qu'il invente des histoires pour lui faire peur. Selon elle, ce n'est qu'un trou laissé par des travaux de rénovation. Pat n'insiste pas. Le soir, Xiaoping rapporte l'existence du trou au grand-père, espérant qu'il le bouche. Le grand-père vient voir, mais dit qu'il ne voit rien du tout. Il montre l'endroit. Mais le grand-père et la grand-mère affirment qu'il n'y a aucun trou et que les enfants inventent des histoires. Mais une fois qu'ils s'éloignent, la grand-mère adopte un comportement étrange, fixant les enfants et disant « Il est déjà 8 heures. Vous n'êtes toujours pas au lit », comme si en face était accroché un énorme cadran. Alors qu'il n'y a qu'un mur vide, peut-être un signe de sénilité. Plus tard dans la nuit, couchés dans leur lit, les enfants ne comprennent pas pourquoi le trou, pourtant si évident, est invisible aux yeux des grands-parents. Feignent-ils de ne pas le voir? Pat commence à comprendre que le problème ne vient pas du trou, mais de la maison elle-même. Ils n'ont plus qu'à attendre le réveil de leur mère pour connaître la vérité sur cette atmosphère étrange qui les entoure. Dès le matin du 20, Pat découvre que le petit trou dans le mur a mystérieusement disparu. Plus étrange encore, chaque matin, la grand-mère insiste pour lui faire boire un grand verre de lait. Pat croit naïvement que c'est une marque d'affection, ignorant qu'il est déjà tombé dans un énorme piège. Ce jour-là, à l'école, ses camarades se moquent encore de lui à cause de son handicap. C'est alors que, depuis la maison, un bruit étrange résonne dans sa mémoire. Pat se rend compte avec stupeur que le trou dans le mur est réapparu, encore plus inquiétant. Ses camarades n'entendent pas le son et, comme les adultes, ne voient pas le trou. Pris d'une inquiétude croissante, Pat ne peut s'empêcher de regarder à l'intérieur et voit une scène terrifiante. Une petite fille se tient là, à la bouche coulant un liquide noir et épais, semblable à de l'encre, comme tout droit sorti de l'enfer. Un camarade, pensant que Pat exagère, s'approche aussi pour vérifier. Mais l'instant suivant, le camarade, effrayé, croit que Pat l'a volontairement poussé. Peu importe ses explications, personne ne le croit. Et il reçoit une pluie d'insultes. Sa sœur Xiaoping arrive à temps pour calmer la situation et faire partir l'ami en colère. Mais avant tout, elle nettoie le sang par terre. Quand la grand-mère rentre et aperçoit la tache de sang, son visage se fige dans la peur. Dans sa confusion, elle prend les enfants pour sa fille et son gendre d'autrefois, et rejette toute la faute sur ce gendre imaginaire, se mettant dans une grande colère. Cette scène semble rejouer un souvenir ancien et douloureux. Mais peu après, la grand-mère retrouve son calme et se met à murmurer, devant un mur blanc. Plus tard dans la nuit, elle est prise d'une crise violente, criant et hurlant, comme accablée par une énorme culpabilité et un secret inavouable. Au matin suivant, elle reprend un comportement normal et ne garde aucun souvenir de la veille. Alors que les deux enfants se demandent ce qui se passe, des bruits étranges retentissent à nouveau depuis le trou dans le mur. Xiaoping
curieuse, s'accroupit pour regarder à travers, et aperçoit une petite fille au visage effrayant qui surgit soudain et crache un liquide. Sur le point d'aller l'aider, elle est arrêtée par Pat, intriguée par ce qu'elle a vu. Mais lorsqu'il se penche à son tour, Pat, pris de panique, dit à sa sœur que cette petite fille n'est pas humaine, mais une créature monstrueuse. Xiaoping, dubitative, regarde encore. Elle voit alors la petite fille tenant un bébé dans ses bras. Mais l'instant suivant, la créature crache une énorme giclée de sang. Cette fois, Xiaoping est convaincu et s'éloigne du trou. Les deux enfants décident de ne plus jamais regarder dans ce sinistre orifice. Mais cela ne met pas fin aux phénomènes étranges. La nuit suivante, alors que Pat dort profondément, un nouvel événement terrifiant se produit. Réveillé par un bruit, il se recroqueville sous sa couverture. Mais lorsqu'il ose jeter un œil, il voit, dans le trou, la petite fille assise, sur le lit de sa sœur. Quand sa sœur ouvre les yeux, tout redevient calme. Xiaoping réalise enfin que cette maison est bien trop étrange et qu'ils doivent absolument partir au plus vite. Mais soudain, un problème survient, Pat se met à vomir beaucoup de sang. Xiaoping constate avec stupeur que la grand-mère ne l'emmène pas à l'hôpital, mais lui tend encore un grand verre de lait à boire. Au début, tout semble normal, jusqu'au moment où la grand-mère aperçoit le carnet de dessin de Pat. Son visage se fige dans l'effroi. À l'intérieur se trouve un croquis terriblement réaliste représentant la petite fille du trou. Pourtant, Pat n'a aucun souvenir d'avoir dessiné cette image. Alors qu'il tente de s'expliquer, la grand-mère retrouve brusquement son calme. Pat, méfiant, prend le lait et sort de la chambre. Mais chose étrange, le croquis a disparu comme par magie. Intrigué, Pat recule mais renverse le verre de lait. L'odeur sucrée attire un chat, sans qu'il sache que ce petit animal cache un rôle inattendu. Pour protéger Pat, le chat s'interpose discrètement. Craignant que son état ne s'aggrave, Pat essaie d'ignorer le trou. Mais les sons étranges qui en proviennent l'obsèdent. Il commence à se demander si sa maladie n'a pas un lien avec cette maison. Bien qu'ils aient juré de ne plus regarder, une fois endormi, le autre côté revient les hanter. Cette fois, Xiaoping prend son courage à deux mains et s'approche. Elle voit un homme allongé sur un canapé, tandis que la petite fille descend à nouveau les escaliers, vomissant sans cesse du sang noir. La fillette est visiblement à l'agonie, mais l'homme reste totalement impassible. Pat, pris de curiosité, jette aussi un coup d'œil. Il confirme que la petite fille est sur le point de mourir. Xiaoping en déduit qu'il assiste à sa propre exécution, mais Pat remarque un détail. Le salon vu, dans le trou, est exactement le même que celui de la maison, à une différence près, à côté de l'escalier. Là où devrait se trouver une horloge, il n'y a qu'un mur vide. C'est peut-être pour cela que leur grand-mère fixe toujours ce point dans le vide. Pat en déduit que le trou montre un événement passé, que les deux espaces existent dans des temporalités différentes. Mais quand le grand-père arrive, après les avoir écoutés, il affirme ne rien voir et pense qu'il délire. Toujours inquiet, il finit par placer une grande armoire pour bloquer le mur. Il croit le problème réglé. Mais la nuit venue, un vacarme résonne à nouveau, empêchant les enfants de dormir. Puis, sans raison, l'armoire tombe lourdement. Il dévale l'escalier et découvre une scène à glacer le sang. Pendant ce temps, Ella, qui vient tout juste de se réveiller à l'hôpital, apprend que ses enfants sont chez le grand-père. Terrifiée, elle hurle qu'ils doivent quitter la maison immédiatement, répétant qu'un danger innommable s'y cache et tente désespérément de les rejoindre. De retour dans la maison, alors que Xiaoping range des meubles brisés, un nouveau bruit sinistre résonne depuis le trou. Pat remarque la peur dans les yeux de leur grand-mère. Cela prouve qu'elle entend et qu'elle voit le trou elle aussi. Pourquoi alors avoir prétendu le contraire? Sous leurs questions insistantes, le grand-père finit par avouer, depuis 15 ans, il entend ce son mais ne voit jamais le trou. Il a cru souffrir d'un trouble lié à l'âge, et la grand-mère l'a forcé à prendre des médicaments pour oublier ce qu'il percevait. Mais l'histoire est bien plus complexe, et Xiaoping est loin d'imaginer la suite. Dans cette portion, on apprend enfin la vérité sur la petite fille Pingya et le lien direct avec la famille. Par le trou, Xiaoping voit une scène du passé. Leur mère, jeune, appelle le nom de Pingya, ce qui laisse penser qu'ils avaient une sœur aînée. La grand-mère nie d'abord, mais finit par avouer. Il y a 15 ans, toute la famille était sortie, laissant Pingya avec le père. Pingya, enfant sensible et passionné de dessin, était physiquement difforme mais adorée par ses parents. Ce jour-là, elle a joué près de l'escalier, mais le père, ivre, n'a pas surveillé. L'accident. Pingya a bu de la mort au rat, croyant que c'était du sirop. Le père, rongé par la culpabilité, a échappé de peu à un coup de feu, probablement tiré par le grand-père furieux. Depuis, le comportement étrange de la grand-mère, lait, mensonge, médicament pour oublier, prend un autre sens.
Elle cache la vérité et semble reproduire des schémas étranges autour de la maladie des enfants. Ensuite, ça vire encore plus sombre. Le chat de la famille est retrouvé mort, intoxiqué, signe que quelque chose de toxique circule encore dans la maison. La grand-mère, le visage changeant, tient des propos incohérents et pousse tout le monde à juste se reposer. La mère arrive, mais elle semble déjà connaître la vérité. Alors qu'il tente de partir, le grand-père surgit armé. Et Xiaoping commence à comprendre. Le mal qui frappe son frère ressemble étrangement à ce qui a tué Pingya. Et la grand-mère y est sûrement pour quelque chose. Xiaoping découvre un petit trou qui permet d'observer des scènes étranges dans la pièce. Voisine, un homme ivre décrit, puis l'apparition d'une petite fille inconnue appelée Pingya par leur mère. Il apprend que cette fille pourrait être sa sœur. Mais la grand-mère nie. Petit à petit, on apprend que Pingya est morte il y a 15 ans. Elle était difforme de naissance, mais aimée. Un jour, laissée seule avec son père ivre, elle aurait bu, par erreur de la mort au rat, en pensant que était du sirop. La grand-mère se montre étrangement, calme devant la maladie du petit frère, poussant tout le monde à juste dormir. Un chat est retrouvé mort, intoxiqué. Le comportement de la grand-mère devient incohérent et inquiétant. Par une vision surnaturelle, Xiaoping voit le fantôme de Pingya et comprend, ce n'était pas un accident. La grand-mère avait volontairement mis du poison dans le lait de Pingya. Chaque jour, jusqu'à la tuer. Elle détestait le mari de sa fille, le père de Xiaoping, et estimait qu'il avait donné naissance à une fille déformée, et au petit frère pâteux. Elle voulait donc se débarrasser des enfants. La mère, horrifiée, décide de quitter la maison avec Xiaoping et son frère, sans prévenir la police. Peu après leur départ, le fantôme de Pingya apparaît, devant la grand-mère au pied de l'escalier. Elle crache un liquide rouge sur elle. Le grand-père arrive, trouve la grand-mère en train de convulser. Bouteille de poison en main. Il se transforme mentalement, croyant voir son gendre, et finit par tirer sur lui par le passé. Un meurtre qu'il avait maquillé en légitime défense. On découvre que, le soir de la mort de Pingya, ce n'est pas le grand-père qui a tué le père. De Xiaoping, c'est la mère, Ayla, qui, découvrant son mari ivre et inconscient, alors que Pingya agonisait, enfermé par la grand-mère, l'a tué dans un accès de rage. Le grand-père a maquillé la scène en suicide, pour protéger sa fille. Tous les témoins directs de l'affaire sont morts, sauf le fantôme de Pingya, qui reste dans la maison. La narration se termine sur une morale. Le ciel voit tout. La justice divine peut tarder, mais elle ne manque jamais.